Pour ce troisième épisode, je reçois Éric Falardeau, avec qui je discute candidement des obstacles qui peuvent se transformer en échecs, de sujets tabous comme le fait d'étudier la pornographie, de financement, de deadlines et de bien d'autres surprises. Bienvenue à un thé avec les docteurs. Éric Falardeau, bonjour! Bonjour! Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité. Grand plaisir. Écoute, tu as bravé la pluie pour venir jusqu'ici, dans le sud-ouest. Éric, petite présentation. Donc, tu es doctorant à l'UQAM, à l'École des médias. Tu vas pouvoir, dans quelques instants, te parler un peu plus de ton sujet, en fait. Mais Éric, tu publies quand même beaucoup. Tu es réalisateur, entre autres Thanatomorphose. Et j'ai d'ailleurs... Parlant de publication. Mais quel hasard! Il était là, il traînait Surprise. comme ça. Tiens. Une histoire des effets spéciaux au Québec, un très beau livre aux éditions Somme Toute. Merci. Et ton plus récent bébé, Oui. Le corps souillé. Aux éditions l'instant même. Oui, j'ai lu. Deux livres. En fait, je pense que j'aimerais ça qu'on commence par ça. Ok. D'abord, de jaser de ces deux livres qui sont vraiment différents. En fait, tu as donc ici une espèce de bible de l'histoire des effets spéciaux au Québec, donc avec beaucoup d'exemples aussi, puis tu vas vraiment, tu ratisses quand même très très large, et c'est un travail presque encyclopédique là, que tu as fait ici. Et ici, Le corps souillé, donc, qui est un essai que tu as écrit à l'instant même, mais un sujet complètement opposé. Déjà, comment ces deux projets sont arrivés, et... Peux-tu nous en parler un petit peu? En fait, l'histoire des effets spéciaux, c'est bien le fun parce que c'est dans toutes les autres affaires que je fais, tu sais, il m'est arrivé d'être commissaire d'exposition pour une exposition à la Cinémathèque qui portait sur les effets spéciaux. Puis on avait un mandat qui était vraiment capoté, mais qui rejoint beaucoup finalement ce qu'on fait à l'université, là, tu le sais, là, tu sais, c'est-à-dire on a besoin de quelqu'un qui va être capable de faire une recherche sur un sujet donné, puis qui va être capable aussi, dans ce cas-là, on avait l'obligation de rendre ça accessible pour les 8 à 88 ans, pour les néophytes et les cinéphiles, pour les spécialistes et les amoureux du cinéma. Donc, c'était un gros contrat. Bref, ça pour dire qu'il y avait une volonté aussi de mettre de l'avant l'expertise québécoise, parce qu'on entend tout le temps parler, surtout dans les dernières années, avec Blade Runner, etc. C'est ça. Fait que bref, de fil en aiguille, en faisant la recherche pour l'exposition, je me suis rendu compte que, maudit, ça aurait été le fun si quelqu'un avait écrit quelque chose là-dessus, ça m'aurait facilité la vie, parce qu'il n'y a pas grand-chose, voire rien. Je me suis dit, je vais prendre ça sur moi, puis je vais l'écrire. Donc c'est vraiment une perspective plus historique. Tu sais, c'est vraiment comme très différent de ce que j'ai l'habitude de faire, en ce sens qu'habituellement, je suis vraiment plus du côté de l'essai, comme un peu tout le monde. Puis, ce qui est le cas du corps souillé, qui est vraiment plus libre dans cette formule-là, puis qui me permet d'apporter d'autres types d'idées. Tandis que dans le cadre d'un travail plus historique, mais l'important, c'est que ça soit factuel. Je me suis permis quelques petits plaisirs à travers. Il faut! Quand même, là, tu sais, faut quand même parler de Battlefield Earth comme il faut, de Screamers comme il faut, donc c'est beaux films de série... dépendamment qui on est, de série B à série Z, mais qui sont importants. Puis voilà. Donc ça, c'était bien le fun. Puis en fait, Le corps souillé, c'est l'éditeur de l'instant même, Jean-Marie Landau, qui était tombé sur mon mémoire de maîtrise que j'ai fait à l'Université de Montréal. Donc avec ta gang à l'Université de Montréal. En fait, j'ai travaillé avec Michel Garneau à l'Université de Montréal. Salut. Michel. Puis bon, j'ai fait la maîtrise en 2006-2007. Puis en tout cas, bref, tout ça pour dire que Jean-Marie a découvert Thanatomorphose quand Thanatomorphose est sorti. Il est tombé sur mon mémoire. Qui était ton premier long métrage? Premier long métrage, oui, qui est sorti en 2012. Ouais. Un petit bout, là. On pourra reparler tantôt si tu veux. Ben oui. Parce qu'il y a des beaux parallèles à faire entre le milieu universitaire et le milieu cinématographique, je trouve. Bref. Donc oui, Jean-Marie me disait, ce serait le fun que tu nous réécrives ça, que tu le sortes pour un public plus large, parce qu'il y a des éléments intéressants. Puis au début, moi j'ai fait, oui, c'est intéressant. Puis là, en y repensant, je me dis, mon Dieu, il y a tellement de choses qui ont changé en 12 ans. Particulièrement, pas tant au niveau du cinéma d'horreur, au cinéma gore, qui est pas mal un peu... Bon, tu sais, oui, on a toute une série de films actuels que beaucoup de gens aiment, qu'on a tous vu, là, tu sais, comme qu'ils appellent le elevated horror. On dit que j'ai ça, ce terme-là. Intéressant. Tu sais, tout d'un coup, que de l'horreur intelligent et intellectuel, voilà. Hein, tu sais, on aime ça. Fait que là, on a le droit de regarder sans se sentir coupable. Voilà, parce qu'il y a des thèmes, il y a des profondeurs, etc. Voilà. Donc, bon, ça n'enlève pas que les films peuvent être très intéressants, mais comment on en parle, c'est une autre histoire. Mais surtout au niveau du cinéma pornographique, qui est une des choses que j'aime beaucoup, sur lesquelles je travaille énormément. On va en parler aussi. Ouais, avec mon doctorat, entre autres choses. Donc parce que
YouPorn est arrivé en 2006. Donc, j'étais au milieu de ma maîtrise, puis je l'ai terminé après. Donc, ça a totalement changé ce qu'est la pornographie depuis une dizaine d'années. Donc, voilà. Fait que je trouvais ça pertinent, oui, de le réactualiser, de le rendre agréable à lire pour monsieur, madame, tout le monde, parce que des fois, à l'université, on écrit pour les quelques personnes qui travaillent pas mal sur les mêmes affaires et qui nous comprennent. Puis c'est le fun de parler à plus large un petit peu. Tu sais, je dis ça en toute réserve pour mes collègues, là, mais c'est vrai. Tu sais, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais des fois on a l'impression un peu de lire des articles qui s'adressaient juste à nous, on est 10 à l'avoir lu dans le monde. Effectivement, ce qui est un peu dommage. Ben, c'est le fun aussi justement d'avoir des essais comme ça. L'idée c'est de vulgariser un petit peu puis de rendre ça accessible. Parce que forcément tu te dis, bon, mon mémoire dort sur une tablette à quelque part ou sur un PDF sur le web. Mais concrètement, justement, qui va lire ça, qui va tomber dessus par hasard en année. Fait que c'est le fun de le revisiter, en fait, c'est ce que tu as fait finalement pour le rendre plus à jour. Parce que mais, concrètement, la base, elle était déjà là. Tu avais déjà fait un travail de recherche qui était là. Puis donc, ça a été juste de l'actualiser un petit peu, puis de généraliser un peu aussi, changer le ton un petit peu. Oui, changer l'écriture. Bien entendu, il y a des mots que tu changes, des formules de phrases, des structures, des références aussi. Des fois, les notes en bas de page, c'est bien le fun dans une mémoire ou une thèse, mais dans le cadre d'un essai, ça bloque la lecture souvent. C'est agressant, c'est agaçant. T'sais, on est tous comme ça. Là, quand j'ai un essai, je veux que ça roule. Hein, je veux pas non plus... mais après ça, quand je prends un livre, une publication universitaire, c'est un autre mode de lecture. C'est ça. C'est oui, tout à fait d'accord avec toi. Puis ça m'a aussi permis beaucoup aussi de faire quelque chose que j'ai pas fait dans le mémoire comme tel. C'est qu'à un moment donné, dans le mémoire, oui, tu prends des exemples, mais tu t'arrêtes à un moment donné parce que tu prouves un point. Tu as une théorie ou tu as une thèse, tu as quelque chose en tête. Tandis que là, ici, c'est le fun de pouvoir travailler sur plus de films encore, d'en rajouter davantage, puis peut-être les faire découvrir. Donc ça, c'était le petit plaisir qu'il y avait aussi avec ça. C'est ça, parce que tu t'es fait plaisir en même temps en faisant. J'espère. C'est clair, je me suis fait plaisir en l'écrivant, là, pas en faisant autre chose. Non. Mais non, c'était... On en reparlera. On en reparlera. Mais sinon, c'était super. Fait que ça, c'était bien agréable. Puis je suis vraiment content que dans les deux cas, les deux projets, à somme toute, et chez l'Instant même, donc les maisons d'édition et les éditeurs sont des gens très ouverts qui étaient prêts à embarquer dans les projets, à les pousser. Fait que ça, c'est particulièrement agréable aussi de sentir ce support-là. Parce qu'encore une fois, on peut faire un parallèle avec le monde universitaire, mais des fois, on a nos directeurs de thèse, de mémoire, mais on est pas mal tout seul, souvent aussi. Tandis que là, quand tu as une équipe autour, des fois, même si c'est une personne ou deux, sur une base régulière. Éric, tu parlais d'un sujet, puis je pense qu'on ne peut pas l'éviter, je crois, puis je trouve ça très intéressant parce que très souvent, quand on parle de nos sujets de recherche, il y en a plusieurs qui sont un peu obscurs, des fois, on ne va pas se le cacher. Le tien, au contraire, c'est quelque chose d'assez général qui touche plein de gens, mais un sujet que, j'imagine, tu dois parfois défendre la légitimité, d'une certaine façon. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, tu as parlé des porn studies, donc études pornographiques. Un sujet qui a fait son entrée dans les milieux universitaires, surtout anglophones au départ, et que là, commence tranquillement à percer dans les universités francophones, mais dans les colloques et autres, là, on commence à voir ça des fois, puis les réactions des gens sont assez fascinantes de ce côté-là. Comment, d'un, tu as décidé d'aller là-dedans, et de deux, peux-tu me parler un petit peu plus de ton sujet et comment tu le défends? En fait. Oui, certainement. C'est drôle parce que moi, tu sais, quand j'ai fait ma maîtrise, justement, je vous disais tout à l'heure, je l'ai déposée en 2007. Donc, c'est entre 2004 et 2007. Puis c'était je dirais, les premières tentatives de légitimité du sujet avec des livres très importants comme Porn Studies, de Linda Williams, tout ça. Donc, il y avait eu autre chose avant, là, depuis les années 90, 80, c'est pas ça le point. Mais c'est juste qu'en tant que discipline ou en tant que quelque chose qu'on peut essayer d'arrêter de défendre juste par la base que c'est l'objet pornographique, c'était dans ces eaux-là. C'était quand même assez difficile déjà parce que c'était encore plus obscur à l'époque, même si ça s'adresse à un grand public, comme tu le dis. Puis quand j'ai fini ma maîtrise, moi en fait, je suis parti sur le marché du travail, j'ai fait des films, j'ai fait autre chose. Puis je suis revenu pour ma thèse en 2015, donc je suis revenu à l'université pour le doctorat, puis à la base, je voulais pas travailler nécessairement là-dessus, j'avais comme une autre idée. Puis c'est en discutant justement avec ma future directrice que Viva Bacci, ça revenait tout le temps en fait. Je me remettais à parler de cinéma pornographique, puis c'est ce qui m'intéressait. Puis en bout de ligne, je dis, on va travailler là-dedans. Puis en une dizaine d'années, il y a vraiment il y a vraiment une grosse différence, je te dirais, entre
les lieux d'études, le nombre de gens qui sont intéressés par le sujet. Il y a quand même des petits groupuscules, il y a des colloques, il y a une revue universitaire maintenant. Donc, on se sent moins seul par rapport à ça, ce qui est assez le fun, Ouais. contrairement à 10 ans. Même plus que 10 ans, là, quand même quasiment 15 ans. Ah oui. Donc, c'est un autre monde. Puis, mais par contre, effectivement, c'est quand même dans les milieux cinématographiques, on se retrouve quelquefois à perdre énormément de temps à expliquer pourquoi on étudie quelque chose. Donc, on légitime notre sujet plutôt que de parler de ce qu'on veut parler. Exactement, aller directement à l'essentiel. Ouais. Puis parler du sujet. Parler du sujet. Ouais. C'est très, très lourd, souvent. Très, très lourd à 2 niveaux, je te dirais. D'une part, parce qu'on a l'impression de tout le temps répéter la même maudite affaire. Bon, ça, c'est le propre de tout spécialiste dans un sujet, ou toute personne qui étudie un sujet. À un moment donné, tu le connais, tu peux en parler assez rapidement avec les gens qui connaissent les mêmes bases théoriques, puis ça y va, tu sais. Ouais. Bon, c'est comme c'est toi, c'est la même chose dans ce que tu fais, c'est la même chose avec tout le monde, tu sais. Mais, et d'autre part, après ça, il y a toute la série d'a priori concernant la pornographie elle-même, tu sais, qui des fois dépasse, qui est légitime, qui a ses bonnes critiques, qui a des choses très importantes qu'il faut dire et dont il faut parler, mais qui quelquefois se concentre justement dans une grille de lecture qui se veut, je sais pas moi, tu sais, je dirais marxiste, féministe, tu sais, comme il y a comme une grille de lecture représentationnelle, ou encore par rapport à la charge du travail, le travail pornographique, qui sont tout le temps ramenés de l'avant. Puis des fois, ben, on en est conscient, on n'est pas fou, je veux dire, c'est un sujet très problématique pour plein de raisons, mais on veut pas juste jaser de ça. Ben non, c'est ça. À un moment donné, on dit, ben, moi j'ai le goût de parler de cadrage dans ces films-là, là, dépasser un petit peu, oui, je sais qu'il y a le problème de la représentation de ci, puis je dis, on peut-tu aller parler autre chose, en parler différemment un petit peu. Comme un objet cinématographique. Voilà. Ouais. Et puis nous permettre aussi, après ça, de réévaluer les autres postures. Parce qu'en parlant différemment, on découvre autre chose. T'sais. Puis ça, des fois, c'est un peu lourd, parce qu'en fait, on se retrouve à défendre, à se battre, à réexpliquer pour la énième fois tout ce que je viens de te dire là, de façon plus intelligente, bien entendu. Parce que là, j'ai quand même fait ça. Petit résumé. Ouais, puis on a discuté souvent, donc c'est sûr que tu connais un peu ma position là-dessus, mais ça, c'est très lourd. Puis après ça, ben oui, il y a tout c'est ça. Il y a un gros... on parlait tantôt du gore puis de la pornographie, puis je te disais que c'était pas pareil, parce que le gore, on veut pas la violence à l'écran. Je veux dire, on l'a tout le temps accepté. Ouais. Je veux dire, les premiers effets spéciaux, c'était des têtes coupées. C'est pas trop compliqué, là. Effectivement. Mais on avait avec la pornographie, même si elle est là depuis les débuts, ça a tout le temps quelque chose de côté. Il y a un gros tabou, c'est ça, lié à l'obscénité, ce qu'on accepte ou pas, puis qui est tabou qui touche à plein de facteurs, là, comme on réglera pas ce problème-là ici un matin, mais qui fait en sorte que justement, de la minute qu'on approche ces sujets-là, ben, on se confronte à toute une charge qui n'est pas juste « moi j'aime pas ça » ou « ça ne m'intéresse pas », mais qui est vraiment une charge morale, affective et même épidermique. C'est plus fort que certaines personnes. Tout de suite, il y a une réaction. Ah oui, absolument. Ben, on est comme conditionné, en fait, d'une certaine manière. Effectivement. Puis, tu sais, parenthèse, anecdote, quand, je pense, la première fois où j'avais vraiment été, pas confronté, mais j'avais réalisé, donc, que c'était un sujet dont on parlait, qu'on faisait des colloques et tout, c'était en fait en 2015 à Goridia. Toi, t'es allé, je pense, en 2017 ou quelque chose comme ça. Je suis allé 3 fois maintenant. Ah ouais, bon, regarde. Mais l'année d'après toi, ah, c'est 2016. ça, parce qu'on s'est manqué cette année-là. Et 2015, c'était Goridia qui est une école de printemps où tu as plusieurs colloques sur 3 grandes thématiques la plupart du temps, dont les porn studies. Et je me suis adonné un matin en plus, à aller voir une conférence justement sur les porn studies et sans filtre en fait, là, vraiment, tu sais, parce que forcément, tu ne vas pas nécessairement te censurer, là, mais il y avait des gens, justement, là, des universitaires qui discutaient de ça, il y en a certains qui travaillaient dans le domaine aussi, d'autres que c'était vraiment une posture complètement analytique, justement, qu'ils avaient de ces objets-là, tu parlais des angles, etc., Écoute, j'avais eu cette découverte, puis le soir, il faisait des projections, et j'avais vu Sœur Vaseline, un des premiers films pornographiques français. Écoute, j'ai été plongé là-dedans, je me suis dit... Mais en fait, je trouvais ça hyper intéressant, parce que je me suis dit jusqu'où on va justement dans les études cinématographiques en général, quels sont les objets qu'on étudie aujourd'hui, sous quelle perspective, et justement la légitimité, on en parle un petit peu. Je me suis posé toutes ces questions-là aussi. Puis là, aujourd'hui, bon, évidemment, j'ai... bien accepter la chose, mais je trouve ça quand même encore fascinant, tu sais, puis quand on parle dans les parties de famille et autres,
est-ce que t'as une petite gêne ou au contraire, t'es genre, hey, mamie, je travaille là-dessus? Non, chez nous, on n'a pas ces problèmes. Non, c'est ça. Ça explique peut-être mes champs d'intérêt aussi. Non, dans ma famille, c'est quand même assez. C'est souvent plus dans les milieux professionnels, je te dirais, tu sais. Parce que. Parce que, veux pas, publiquement, ben, je fais des entrevues, je fais des sorties, Ben oui. je suis pas gêné avec ça, mais ça gêne d'autres personnes, ou ça dérange d'autres personnes. Fait que là, des fois, tu te retrouves dans des milieux où que tu manques des opportunités, ou que des fois c'est plus difficile, ou ils te voient d'une certaine façon. Tu sais, ils te prêtent tout un bagage d'intention, ou de perspective, de ci, de ça. Puis ça, c'est plus difficile des fois à porter, je te dirais. Mais je vais utiliser le terme porter, oui, parce que des fois c'est un peu lourd. C'est un peu lourd, Des combats-là. C'est pas juste ça. Ma vie est pas juste ça, puis de un, puis de deux, je m'y intéresse selon plein d'angles, mais c'est pas juste ça que je fais, là, regarder des films pornographiques le soir. Là. Donc, et tu sais, comme après ça, justement, comme je disais tout à l'heure, tout ce qu'on a à défendre, donc on prête beaucoup d'intention. Fait que mais dans ma famille, ça va très très bien, il n'y a pas de problème avec ça. Tant mieux. Mais c'est vrai, t'as raison, tu sais, le colloque à Gorizia, c'était la 10e année cette année, je pense, d'ailleurs. Puis, mais justement, quand on parlait en 15 ans, les choses ont beaucoup changé. Mais pourtant, même encore cette année, je suis allé 3 fois, toi, l'année que tu y as été, tu as sûrement eu un panel ou deux là-dessus, mais à chaque année, il y a quelques conférences sur justement la porn literacy, donc comment on éduque les gens ou pas à la pornographie, sur comment le sujet est valorisé ou pas, comment on le place. Fait que les questions sont toujours là. Ouais. Puis même pour les gens qui n'étudient que cela, parce qu'après ça, ben, c'est contextuel, hein, ça dépend où tu es dans le monde. Nous, à Montréal, on est quand même chanceux. Je veux dire, je peux faire ça à l'université aisément. À Concordia, ben, on sait qu'il y a toute une gang qui travaille là-dessus, dans la foulée de Tom Watt depuis les années 70. Mais t'arrives aux États-Unis, en Arizona, c'est un autre monde totalement. Ouais, c'est ça. Quand dans un environnement peut-être plus puritain, il y a des choses des fois que, effectivement, t'es comme, ok, fait que là t'arrives et là tu dois te défendre tes idées, défendre ton objet de recherche. En fait, bon, ça fonctionne pour les porn studies, mais je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont se reconnaître là-dedans aussi, des fois, juste en disant, oui, moi j'ai ce sujet-là qui peut être extrêmement polémique, peut-être, ou juste des fois tellement obscur ou que tu veux présenter un autre côté de la médaille de ce qui a déjà été fait à mener, puis les gens vont dire, ok, tu vas vraiment aller là. Donc, c'est quelque chose qu'on fait, qu'on doit faire aussi d'une certaine façon. Du moment que tu crois en ton sujet et que bon, tu as un directeur ou une directrice qui te back avec ça aussi, ben go, tu sais. Puis tant mieux si d'un point de vue de la recherche, tu peux effectivement ouvrir un nouveau champ et un nouvel éclairage finalement, puis faire tomber des tabous peut-être. Ben, c'est tant mieux, effectivement. Mais comme tu disais, toi, tous nos collègues, l'idée c'est toujours d'essayer d'être le plus pertinent, mais également de ne pas refaire, de ne pas repasser dans les mêmes traces et de dire les mêmes choses. Puis pour le faire, des fois, ben, justement, il faut se positionner à l'encontre ou en marge, puis pour brasser un petit peu les affaires. C'est là que c'est intéressant. Parce qu'à un moment donné, on a bien beau écrire 8000 fois le même texte, avec des mots différents, en des langues différentes. Ça reste 8000 fois la même chose qu'on dit. Fait que, moi, je pense qu'effectivement, c'est un sujet en fait qui mérite beaucoup d'attention, qui va en mériter de plus en plus de toute façon, puis on le voit de toute façon. Oui, ça s'institutionnalise comme discipline, mais il y a une hybride. En fait, il y a une ouverture dans plein d'autres domaines, dans plein d'autres colloques qui habituellement auraient peut-être fait hey, de la pornographie ici. Ça se prête, tu sais, par exemple, une idée que je pourrais avoir, je sais pas là, mais ben, justement, quand tu étais sur le Art et médias, donc avec l'histoire de l'art, donc il y a des ponts à faire évidents, archivistiques, il y a des ponts à faire un peu partout, puis justement on commence à le voir ça, donc c'est parfait, c'est merveilleux, puis c'est nécessaire parce que on a bien beau pas aimer la pornographie, être contre pour plein de raisons très pertinentes, le fait est qu'elle est là depuis très longtemps, et elle ne disparaîtra pas, surtout pas avec l'Internet. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant, comment on la comprend, comment qu'on en parle, comment qu'on la déconstruit, comment qu'on la reconstruit, comment qu'on accepte certaines choses aussi, puisqu'il y a toute la dimension de l'ordre du fantasmatique, qui est hyper complexe par rapport à l'être humain. Donc on ne peut pas réduire à des formules simples quand on parle de pornographie, même si on aimerait ça, puis même si les médias le font. Absolument. Discutons d'un sujet qui, je crois, te touche et qui touche énormément de doctorants ou de gens qui sont aux études supérieures en général. Je pense qu'on peut tous lever la main dans la salle, mon chat y compris. Au-delà des obstacles, je pense que les obstacles, on en connaît tous, on en franchit tous, mais au-delà de ça, ces obstacles qui
peuvent être surmontés, puis tant mieux. Mais des fois, si c'est pas le cas, ça peut devenir un échec. Et comment ces échecs-là, tu les vis? Est-ce que tu en as concrètement que toi, tu as vécu et que tu oserais partager avec nous, nos millions de téléspectateurs? Il y en a énormément des échecs, comme tout le monde, tu disais, on peut tous se lever la main. Là. Mm-hmm. C'est comme l'angle mort c'est par-delà le domaine universitaire, c'est l'angle mort de la vie. On dirait qu'on veut plus, on veut plus en parler de ça. On a honte ou on se sent pas bien avec ça, dépendamment. Il y a des gens qui peuvent parler de n'importe quoi. Mais en général, c'est quand même quelque chose de plus ou moins bien vu. Ou de plus ou... C'est juste qu'on le ressent mal. Puis je pense que les réseaux sociaux numériques, malgré tout, c'est vrai qu'on a tendance à... Tu sais, tu me parlais tantôt de mes publications, tout ça, mais pour toutes ces choses-là qu'on voit qui fonctionnent, il y a plein d'autres affaires qui fonctionnent pas. Effectivement. Qui sont très difficiles à gérer. Puis tu sais, tu commences pas à dire ça tout le temps, parce que, à un moment donné, c'est pas agréable. C'est ça. Puis c'est difficile à vivre déjà. Mais bon, fait que oui, il y a des obstacles, mais au niveau des échecs, je trouve que c'est intéressant parce que c'est comme aussi, à l'université, on entend souvent parler des problèmes psychologiques que les étudiants peuvent rencontrer parce que c'est lourd, parce qu'on est tout seul, parce que c'est beaucoup de travail, etc., etc. Mais l'échec s'exprime, je trouve, des fois pour tout le monde, c'est la même chose, mais c'est souvent dans des refus que tu reçois par rapport à des choses. Moi, je viens du milieu du cinéma, donc je fais des films, tu sais, fait que je suis comme je suis pas habitué. C'est toujours la même affaire. C'est toujours dur quand tu reçois comme vous avez pas le financement pour faire ci, on n'aime pas ça, puis après ça, tu as une série de commentaires, puis des fois tu dis ah bon Dieu, qu'est-ce que j'ai reçu comme commentaire. Mais c'est pareil dans le milieu universitaire, tu sais. C'est le même genre de truc, c'est hyper compétitif. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Il y a souvent on se fait revirer de bord pour des choses qu'on comprend pas, des fois qu'on trouve qu'il n'y a pas de sens. Puis après ça, tu sais, de se relever par rapport à ça, parce que souvent, ben, c'est que c'est pas tant l'échec qui est difficile, je pense que c'est l'échec à répétition. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ben oui, ben qui devient une espèce de spirale descendante à mener. Tu dis, ok, ben là, finalement, est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Qu'est-ce que je vaux comme personne, tu sais? Ben oui. Ça aussi, à un moment donné, là, ça devient lourd, même si t'es bien entouré, ben forcément, à un moment donné, ça vient à jouer sur le moral aussi, là. Surtout si c'est une accumulation d'échecs, ben ça devient lourd. Oui, ça intéresse qui? Ouais. C'est-tu pertinent? Ben oui. Pourquoi je fais ça? Je pourrais bien faire autre chose. Surtout qu'on s'entend, tu sais, comme c'est des métiers et des choses qu'on vit comme en tant que doctorant. Je veux dire, certains d'entre nous sont chanceux, ils ont des bourses, pas tout le monde. Échec. Tu sais, après ça, tu compares. Tu comme, ah ouais, tu sais, comme, ah, je suis sur une bourse. Là, toi, tu le dis pas trop que tu l'as pas eu. Ben, même si ça fait 3 fois que tu appliques. Tu sais, en ce moment, je suis boursier et je suis très content, tu sais, mais je me garde une gêne avec ça parce que je me rappelle les 3 premières années du doc que je l'avais pas. À chaque fois, c'était une claque d'en face. Parce que tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Ça me semble que c'est pas intéressant que ça. Il y a où le problème? C'est ça, des fois, tu te dis, c'est-tu, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu aussi, que finalement, ayant fait une thèse, en ayant, oui, des petits financements à gauche à droite, mais jamais des grosses bourses, en fait. Je me dis déjà le fait de l'avoir fini, mais effectivement, tu sais, quand mes très bons amis qui sont très compétents et très compétentes aussi ont toutes des bourses autour, puis là forcément tu te dis ok, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct, qu'est-ce que tu sais, est-ce que j'aurais dû présenter ça autrement, est-ce que c'est des fois il y a des années que bon aussi c'était aussi stupide que je pensais que j'étais plus éligible mais je l'étais encore donc je vais pas appliquer, tu sais, mais sinon il y a des fois que quand même tu essaies, tu modifies, etc., puis tu penses que ça va fonctionner. Et finalement, non. Donc, en même temps, je veux dire, ça m'a amené ailleurs aussi et j'ai fait d'autres choses en dehors du doc, puis j'en ai déjà parlé par le passé aussi. Donc, je veux pas non plus dire que ça a été la fin du monde, mais effectivement que c'est lourd quand ça s'accumule, puis tu comptes sur ça, tu dis, ok, mais que valent mes recherches? Qu'est-ce que je vaux en tant que chercheur? Ben, c'est une question qu'on a toujours, finalement, aussi, même une fois qu'on a terminé le doctorat. Là. Mais effectivement, que la question du financement joue beaucoup là-dedans. Puis, autant au doc que dans le milieu du cinéma, je pense que là, il y a beaucoup d'autres gens qui peuvent s'associer à ça. Je pense que tu disais ça, mais aussi, c'est insidieux des fois, c'est que tu te rends pas compte, ça influence ta façon d'écrire, ta façon de faire les choses, ta façon d'interagir avec les autres, ta façon, tu sais, veux pas, ça te met quelque chose dans la tête qui est tout le temps là, puis qui fait en sorte que en fait, ça contribue aussi un peu des fois aux difficultés que tu peux avoir, tu sais. Puis, moi, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent, justement, c'est cette... parce que l'idée, tu sais, la course au CV universitaire, par exemple, il faut que tu publies, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Là, tout le monde en parle, tout le monde dit qu'ils font même 10 000 affaires en même temps.
Mais encore une fois, pour ces 26 000 choses-là, les 26 000 noms que tu as eus pour des textes que tu voulais publier, ou que tu t'es fait des fois dire des choses assez cruelles, merci, parce que c'est pas tout le monde qui a du tact. C'est pas tout le monde que les commentaires constructifs ont compris c'est quoi. Puis, tu sais, à un moment donné, t'es accumules, mais justement, ça joue quand même sur ce que tu fais, puis comment tu veux le présenter, puis comment tu t'adresses aux autres. Puis je pense que c'est comme un aspect qu'on oublie, puis qu'on veut oublier, puis c'est normal, puis qui est très, 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 très difficile. Puis tu sais, on parle d'échecs. Tu sais, nous, moi, ma thèse va bien, j'ai pas eu de problème, mais j'ai vu des collègues, tu sais, par exemple, l'examen doctoral, ben non, ils sont pas recalés, ou des choses comme ça, puis c'est très dur. Oui, parce que tu te dis, mon Dieu, si ça passe pas là, tu sais, tu peux tellement... c'est tellement contextuel aussi, peut tellement se passer des affaires que tu dis, ce n'était pas toi nécessairement à ce moment-là, mais tu sais, des gens qui ont vu des choses ou qui étaient des fois... qui n'étaient pas dans... comment dire, qui résonnaient pas avec ce que tu disais de la même façon. Mais peu importe, tu te remets toujours en question aussi, et c'est extrêmement difficile. Puis autour, après aussi, c'est le regard des autres sur ça. Tu sais, oui, il y a de la compassion d'une certaine façon, mais en même temps, il y a du jugement, j'ai l'impression, des fois aussi, tu sais, mine de rien. On est collègues, mais on est en compétition l'un contre l'autre aussi, d'une certaine façon. Puis c'est ça, l'espèce de lame à double tranchant qu'il y a des fois au doctorat, qui peut être difficile, puis on en est tous conscients. Aussitôt qu'il y a un poste qui ouvre, ben forcément, on va peut-être se retrouver en compétition contre des amis aussi et tout. Donc, mais c'est ça, c'est extrêmement, extrêmement difficile parfois. Ouais, c'est extrêmement difficile de vivre avec ça. Dans le sens que, tu sais, comme la majorité des gens sont de bonne foi, puis on est tous... justement, on veut tous être que tout le monde ait le mieux. Ça nous fait... Mais en même temps, des fois, il y a un petit côté hypocrite aussi, parce que les gens, ils veulent avoir des postes, les gens, ils veulent avoir le spotlight, ils veulent réussir. C'est un des parallèles que tu parlais on parlait en cinéma tantôt, mais c'est comme quand tu fais des films, la famille du cinéma. Ben, la famille du cinéma, ils se battent tous pour la même enveloppe budgétaire. C'est ça. Peut-être qu'ils s'aiment pas tous. Au Gala des Iris, ils s'aiment tous. Le reste du temps, je veux dire, c'est le même principe. Puis après ça, c'est comment certaines personnes jouent ça. Je pense qu'on parle d'échecs, mais il y a aussi toute cette game de réseautage, mais aussi de politique, des fois, en département, entre personnes, tu sais, puis ça joue pas fair, là. Dans le sens que les gens se disent pas vraiment les choses en pleine face, des fois, ça joue en arrière, des jeux de coulisses, des influences, pour nuire, des fois, puis des fois, il y a des gens qui se retrouvent pris là-dedans qui ont aucun rapport dans une histoire. Non, c'est ça. Comme dans bien d'autres domaines, vous allez me dire, mais c'est que ça a des conséquences désastreuses et à long terme. C'est des carrières universitaires, on le sait, on a le CV de publication, tout ça, mais après ça, c'est les relations, les gens que tu rencontres, ce que tu bâtis, puis c'est des années à bâtir qui peuvent des fois disparaître comme ça. Exactement. Par jalousie, par frustration, par plein de choses. Donc ça, par-delà l'échec, des fois, il y a aussi toute cette dimension-là de pas, des fois de pas se sentir partie prenante de son groupe, ou même d'être capable justement d'entrer en relation avec les autres dans son environnement. Bon, des fois, c'est de notre faute, là, mais certaines personnes, c'est de leur faute, mais il y a aussi plus grand que ça. T'sais. Oui, ben c'est un monde. Hein. Le monde universitaire en soi et le monde doctoral. Surtout qu'on entre là-dedans, je me rappelle, moi, jeune doctorant en 2012, qui arrive tout frais. Je suis comme, je vais travailler, ça va être... Ça a été des belles années, vraiment, pour avoir, terminé la chose, passer de l'autre côté. Mais clairement, les raisons justement pour lesquelles j'ai commencé le doc et les raisons pour lesquelles je l'ai fini ne sont pas les mêmes. J'étais bien entouré, j'avais cette chance-là. Mais comme je dis, le financement n'était pas toujours là, puis ça a été difficile. Puis effectivement, les moments où je me suis dit, ah ben là, pourquoi continuer? C'est cette fameuse question qui revient tout le temps. Puis finalement, regarde, je l'ai fait, je suis content, je suis fier de ce que j'ai réalisé. Mais ça a été un parcours extrêmement sinueux. En fait, je serais curieux d'entendre quelqu'un qui a eu un parcours vraiment parfait, ligne droite. J'ai l'impression que c'est... Quelqu'un pourrait venir. Non, mais tu sais, mais jamais de remise en question. Tu sais, on a comme Tristan qui lève la main en arrière. Moi... Prochain invité. C'est ça. Eric, on fait un jeu. Ok, parfait. Mais c'est un genre de jeu. J'ai ici ce que j'appelle la jarre du désarroi. Ça va avec le sujet qu'on vient d'aborder. Et en fait, c'est plein de petites boulettes. Puis j'ai mis des sujets, des thèmes, des choses qui nous permettent de discuter sans barrière, sans censure de quelque chose. Fait que
tu le piges, tu l'ouvres, tu le lis. OK. Voilà, on jase après de ce que ça... Parfait. Qu'est-ce que ça évoque chez toi? Tu fais la même chose après, par exemple. Ah ben oui, on peut faire à deux, Ok. aucun problème. On me sentait tout seul. Face au désarroi, là, Ben quand on là, est seul, c'est ça sûr. va pas bien. Non, sur ce divan, voilà, on est deux. Oh, Deadline. Deadline! Ah Ben oui. on en parlait un petit peu On parlait de tantôt. mort tantôt. Date de tombée, deadline. Qu'est-ce que ça évoque chez toi? Ben c'est drôle parce que justement, venant tout à l'heure, t'en parlais, on parlait de la publication de livres, mais venant du milieu professionnel, tu sais, étant donné que ce soit le milieu du travail, que ce soit le cinéma, que ce soit la publication, je me suis rendu compte que la notion de deadline dans le milieu universitaire, c'était quelque chose de très élastique. C'est vrai. Et qui me trouble énormément. Ouais. Parce que j'embarque là-dedans aussi, parce qu'à un moment donné, c'est comme tout le monde, au début, t'es toujours à l'heure, puis t'es toujours au bon... On est toujours à l'heure, mais je veux dire, tu remets toujours tes choses au bon moment. Ouais. Tes textes, tes articles, tes rapports de conférences, etc., etc. Tu te rends compte que des fois, tu es tout seul à le faire, que les choses arrivent un an plus tard. Puis là, tu fais, ben là, moi, j'étais stressé, j'avais d'autres affaires en même temps, parce qu'on a toujours 26 000 projets. Fait que tu vas mener, toi aussi, tu prends le mauvais pli, de faire comment c'est pas grave, je dépasserai un petit peu. Puis là, ça devient une spirale infernale. Puis il y a jamais, rarement quelqu'un qui va dire vraiment, c'est telle date, telle affaire. C'est tout le temps comme autour de ça, là, c'est correct. C'est ça. Là, t'es tout le temps en train de jamais trop savoir quand, comment, pourquoi. Fait que moi, la notion de deadline dans le milieu universitaire me trouble. Ouais, plus on avance, on dirait. C'est ça, tu disais au début, on est vraiment très assidu. Mais je pense que quand on est dans notre scolarité, puis là, on a notre examen doctoral qui s'en vient. Puis après, ça devient comme, pouf, là, t'es comme lancé tout seul dans l'univers, tu flottes un peu. Puis des fois, t'essaies de t'accrocher à quelque chose. Puis, mais effectivement, que juste de se dire... Bah, puis ça dépend de la relation avec le directeur aussi. Je pense qu'il y en a qui vont être beaucoup plus stricts. Mais en tout cas, dans mon cas, c'était relativement souple. Puis justement, je me promenais un petit peu là-dedans. Puis c'est moi qui devais se dire, ah non, mais là, il faut que je dépose. Il faut que je le fasse, go. J'envoie des choses parce que sinon, je n'avancerai jamais. Tu sais. Puis ça peut devenir... Maintenant que tu pousses les limites aussi, là, ça va être la faculté qui va arriver et dire si vous savez que vous êtes dans votre dernière année, sinon ça va demander une extension, etc. Mais la notion du temps au doctorat, pour moi, maintenant est devenue... En fait, d'un, tu es tout le temps conscient que tu es au doc. Tu es tout le temps conscient que quand tu fais rien, tu devrais être en train de faire quelque chose, donc écrire ta thèse. Puis, justement, quand tu sors de ça, toutes mes deadlines étaient derrière moi, quand j'ai déposé, puis après ça, j'ai soutenu. Puis là, après, c'est de réaliser que, ah ben là, finalement, je peux faire d'autres choses. Je n'ai pas cette espèce de poids au-dessus, finalement, de dire, non, mais là, il faut que tu déposes, puis ainsi de suite, parce que là, j'ai plus cette pression. Ça m'a pris du temps à le réaliser. Là j'ai déposé en octobre 2018, et ça m'a pris vraiment du temps avant de réaliser que, là, j'avais tourné la page. Puis c'est vraiment bizarre. Encore aujourd'hui, je sens que oui, j'ai accompli quelque chose, que c'est terminé, mais tu es tellement dans ce réflexe pendant des années d'attente, puis de dire « Oh, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, mais tu sais, j'ai pas tant de dates. » Que là, c'est... en tout cas, moi, j'ai dû reprogrammer mon cerveau un petit peu par après. Et là j'ai tourné la page. mais j'étais dans ce mood-là pendant quand même plusieurs mois après aussi. D'avoir tout le temps le projet derrière de la tête. C'est de tout le temps dire, peu importe ce que tu fais dans ta journée, peu importe ce que tu fais pas dans ta journée, mais là, faut pas que j'oublie parce qu'il faut quand même que j'avance, que je fasse un peu de lecture au moins. Ben oui. Il y a tout le temps quelque chose qui te promène, là, d'un coup t'enlèves ça, c'est comme un gros morceau de ce que t'as en tête, mais aussi de ta vie qui quitte en même temps. Absolument. Qui gérait, effectivement, t'as raison. Mais ça fait aussi quelque chose de très drôle par rapport au deadline, ça fait qu'on a tendance à dire oui à plein d'affaires. Ben, c'est vrai. Parce qu'on pense qu'on a le temps. Puis là, on arrive que tout est en même temps tout le temps. Même s'il n'y a pas de deadline, là, mais on dirait que tout arrive en même temps. Ouais. Donc là, tout d'un coup, la revue universitaire pour laquelle tu avais soumis un article est arrivé avec les corrections. Là, tu te rends compte que c'est la même semaine que tu as un colloque que tu avais dit oui il y a un an. Là, que là... Ah non, tout arrive en même temps. Puis là, t'es comme, qu'est-ce que je fais? C'est très drôle. C'est fascinant. Le multitasking. Ouais, à son meilleur. À son meilleur ou à son pire, des fois. Et avec nos jolies tasses de Noël. Ben oui. Cheers. Santé. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ben merci de m'avoir donné le deadline. Écoute, générique de fin.